Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le mercredi 3 octobre 2018 et aujourd'hui, ce que le marché va attendre d'un point de vue macroéconomique sur le calendrier économique, ça sera les chiffres PMI définitifs. Donc lundi, on a eu les chiffres PMI définitifs pour l'activité manufacturière, que ce soit en zone euro, au Royaume-Uni ou également au Canada et aux États-Unis. Aujourd'hui, ça sera ceux des services et du coup également ceux composites, parce que comme vous savez, l'indice PMI composite, c'est composé de l'activité manufacturière et de l'activité du service. C'est en fait le bilan des deux, c'est la conclusion, si vous voulez. Donc voilà, indice PMI important, je le répète pourquoi c'est important, tout simplement parce que c'est un indicateur qui est dit avancé, voilà, un leading indicators en anglais, donc un indicateur avancé, ce qui permet en fait de construire une opinion sur la croissance économique. En fait, c'est l'un des indicateurs qui est le plus précoce, hein, qui est pardon, annoncer le plus tôt avec les indices de confiance et ce qui permet d'avoir une idée de, eh bien, si on va avoir une croissance et donc une accélération de l'inflation. Alors, tout de suite, l'avertissement risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG, fournissement service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, petit tour de l'actualité, pas grand-chose ce matin. On a Rome qui revoit en baisse ses objectifs de déficit budgétaire à 2,2% du PIB pour 2020 et 2% en 2021 au lieu de 2,4% qui avait été annoncé, je vous rappelle, jeudi soir de la semaine dernière. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui permet à ce fameux taux italien de redescendre, ce fameux spread Italie-Allemagne de baisser et donc à l'euro de rebondir. Voilà, maintenant, est-ce qu'on a fait le point bas? Est-ce que Bruxelles va toujours accepter ce budget? Voilà, rien n'est encore joué. En tout cas, c'est un pas en avant qui est fait par le gouvernement italien qui semble faire preuve de bonne foi tout de même et ce qui pourrait donc rassurer les marchés et donc bénéficier à l'euro. Le MIB, peu de chances qu'il rebondisse, il va rester extrêmement sous pression. Le MIB, c'est peut-être le marché qui va être qui est le plus sensible avec le marché obligataire italien. Voilà. Donc, donc voilà, je ne peux pas, enfin, je pense pas que ce soit un rebond, qu'on puisse affirmer qu'on a fait le point bas sur l'euro, parce que tout va dépendre, comme vous savez, des discussions entre Rome et Bruxelles. Pour revenir à l'actualité au niveau de la guerre commerciale, on a le conseil économique de la Maison Blanche, Lawrence Kudlow, qui a déclaré mardi que les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient reprendre à l'occasion du sommet du G20 à Buenos Aires en décembre, ce qui est relativement lointain. Par contre, il a ouvert la porte à une reprise des négociations, même plus tôt, si la Chine faisait preuve de bonne foi. Concernant la politique américaine, alors on a le service des impôts de l'État de New York qui a ouvert une enquête hier après la publication par le New York Times d'informations selon lesquelles Donald Trump aurait reçu plus de 400 millions de dollars de ses parents, en partie grâce à des manœuvres d'évasion fiscale. Donc important à suivre parce que voilà, je vous rappelle, on a les élections de mi-mandat en novembre. Donc voilà, ça pourrait jouer finalement sur ces élections. Mais il n'y a pas d'impact direct sur les marchés pour le moment. Au niveau de la Fed, on a Jerome Powell qui a présenté l'économie américaine sous un jour très favorable hier, affirmant que la bonne santé du marché de l'emploi était compatible avec une inflation modérée. Et sur le plan macroéconomique, au Japon, on a l'activité dans le secteur japonais des services, qui a progressé en septembre à son rythme le plus faible depuis 2 ans en raison de plusieurs catastrophes naturelles. Résumé des sciences américaines et asiatiques, Dixie en hausse hier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu des inquiétudes en Europe. On va voir ça dans un petit instant. Mais il y a une corrélation qui est extrêmement positive entre le Dixie et le spread Italie-Allemagne. Dow Jones qui clôture en hausse. S&P, Nasdaq, Russell 2000 qui sont dans le rouge. Ce matin, on a le 10 ans américain qui est à 3,07%. Donc il est stable depuis le début de la semaine. Depuis le début de la semaine, il est entre 3,05 et 3,07. Le yen en baisse, le gold rebondit puisqu'on a une baisse du dollar ce matin. Baisse du dollar ce matin parce qu'on a une hausse de l'euro. Pourquoi on a une hausse de l'euro? Parce qu'on a ces informations de Rome, qui a le gouvernement qui a revu à la baisse ses prévisions de déficit pour 2020 et 2021. Donc baisse du spread, hausse de l'euro, baisse du dollar, hausse du gold. Nikkei, moins 0,70% et Shanghai Composite, comme vous le savez, les marchés chinois sont fermés tout au long de cette semaine.
Au niveau du calendrier économique, excusez-moi, donc voilà. Indice PMI service composite 10h30 Royaume-Uni. 10h sur la zone euro. Alors ils doivent être mis en moyen, en faible, pardon, classifiés en faible. 11h vente au détail de la zone euro. Et pareil, les indices PMI composite et des services à 16h. À 16h pour les États-Unis. Alors voici le DXY et la corrélation entre le 10 ans, le spread 10 ans italien, 10 ans allemand. Sinon, j'ai tweeté un graphique hier que je vous fais voir voilà, tout de suite. Regardez, DXY en vert, donc le dollar en vert, hein, et le spread BTP Bund, donc le 10 ans italien moins le 10 ans allemand, qui est en noir. Vous voyez que depuis finalement le début de l'été, alors pas à ce moment-là, parce que vous voyez que là, le dollar avait progressé avant, mais finalement depuis ce moment-là, vous voyez, depuis juin-juillet, on a une corrélation qui est totalement positive. Ce qui veut dire que, en fait, dès qu'on a des incertitudes en Italie, le marché vend l'euro, ce qui fait mécaniquement remonter le dollar. Mais vous voyez que le dollar, finalement, la hausse du dollar n'est pas due à la hausse des taux de la Fed. Ça montre très bien que ce dollar n'est pas soutenu par la Fed. En fait, le marché, concrètement, il a déjà pricé les hausses des taux de la Fed. Il sait déjà, il s'attend déjà à un rythme de hausse des taux de la Fed assez important. Et le seul facteur qui pourrait soutenir le dollar d'un point de vue, grâce à la Fed, c'est si la Réserve fédérale décide demain d'accélérer à nouveau son rythme de hausse des taux. Mais ça ne va pas être le cas, parce que c'est déjà, il me semble, 3 hausses des taux qui est attendu l'année prochaine. Voilà, c'est déjà un rythme assez important. Il ne faut pas non plus que la Fed aille trop vite. Donc voilà, est-ce que la Fed va accélérer son rythme de taux? Tout reste possible, mais c'est pas du tout le scénario qui est envisagé. Donc en fait, le marché a déjà intégré dans le dollar, dans les marchés, ce rythme de hausse des taux. Le marché n'a pas intégré qu'une seule hausse des taux, hein, pas que celle de décembre, mais en fait, le marché il connaît déjà les perspectives à long terme des taux de la Fed. Donc en fait, c'est pas au niveau de la Fed qu'on a des bonnes, qu'on a un facteur de soutien sur le dollar. C'est en fait les incertitudes comme on le voit en Italie. Donc en fait, tout dépend le dollar, hein. Dollar et finalement du coup les paires majeures et les paires en euros, hein, tout dépend de l'Italie. Alors, est-ce que on est dans une crise de la zone euro? La réponse est non. En tout cas, pas encore. Pas encore. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était avec la dette grecque, hein, où c'était voilà, les mêmes risques, c'est-à-dire endettement massif, hein, dérapage de la dette grecque, il y avait une contagion. Il y avait une contagion sur les autres pays européens. Or, hier, et on va le revoir ce matin, on n'avait pas vraiment de contagion. On n'avait que l'Espagne, voilà, les rendements espagnols qui se contractaient un petit peu, mais on n'avait pas non plus on avait le Portugal qui était voilà, les rendements qui étaient en baisse, hein, c'était pas en hausse. On n'avait pas de contagion finalement. Donc en fait, la situation en Italie sur le marché obligataire, je dis bien, est contenue à l'Italie. Elle n'est pas, il n'y a pas de contagion sur les autres pays européens. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore parler de crise européenne, crise de la dette européenne, parce que c'est pas du tout, on n'a pas cet esprit de contagion. Si on avait les pays de l'Europe du Sud qui seraient corrélés à ceux de l'Italie, on aurait oui une contagion, et là dans ce cas-là, ça accélérerait beaucoup la baisse de l'euro. Mais pour un moment, c'est limité à l'Italie, donc il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter, de s'attendre à un crack, hein, sur la zone euro. Voilà, donc on va regarder ces taux. On va regarder ces taux. Donc on va se mettre TradingView, marché, obligations, et on va mettre les 10 ans. 10 ans, donc vous voyez que le français il est en baisse de 4,15%, hein, ce taux. En Espagne, il est en hausse de 1,14, donc autant dire que c'est presque rien. L'italien en hausse de 6,81. Donc vous voyez que pour le moment c'est contenu à l'Italie. Le Portugal stable, l'Espagne on va dire stable, hein, 1,14%, c'est globalement stable, hein. Voilà, donc en fait en zone euro, il y a que finalement la situation en Italie n'a pas que le marché obligataire italien.
Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus sur un risque sismique dans la zone euro. Et vous voyez d'ailleurs cette information hein, de Rome qui fait un pas en avant, enfin, en tout cas, c'est le sentiment que nous qu'on peut avoir. Hein. Eh bien, on a l'euro directement surperforme toutes les devises. Donc, on voit bien que l'Italie, c'est à court terme le centre des attentions des investisseurs. Voilà, c'est voilà l'épicentre, si je puis dire. Alors, bonjour à vous Edgy, bonjour Pascal, hein, je salue la salle de trading, bonjour Raymond, Eliane, François que je salue également, voilà, très heureux de vous retrouver. Brice, bonjour à vous, son image ok, c'est parfait, merci Brice. US Oil repassera-t-il les 75 dollars? Alors on va voir ça dans un petit instant. En Allemagne, c'est férié, oui. Bourse, bourse de Francfort fermée aujourd'hui, hein, le DAX. Le futur cotera probablement, mais il n'y a pas de cash hein, sur, enfin il n'y a pas de cotation cash sur le DAX aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez ici, corrélation entre le DXY et le spread Italie-Allemagne sur 200 périodes, hein, je ne parle pas du 20 ou du 50 ou du 100, 90%. Donc voilà, en fait, DXY, c'est ni plus ni moins que le spread Italie-Allemagne, tout simplement. Et donc, tous les paires majeures, le gold également, parce que forcément, hein, le gold est surtout et avant tout d'être une devise refuge, il est surtout, enfin une devise refuge, un actif refuge, pardon, l'or est surtout un actif coté négativement au dollar, avant tout. Donc, bien qu'il y ait de l'aversion pour le risque à cause de la guerre commerciale ou à cause de l'Italie, on le voit, l'or, depuis le début de l'année, finalement, il est en baisse. Et on n'a pas de hausse, alors que c'est un actif, entre guillemets, refuge. Mais avant d'être un actif refuge, l'or, en fait, c'est un actif qui est coté négativement au dollar. Donc forcément, si le dollar augmente, on peut avoir de l'appétit, de l'aversion, peu importe. On peut avoir autant enfin, peut-être pas autant d'aversion pour le risque qu'on le veuille, mais voilà, on peut avoir l'aversion pour le risque. Si le dollar augmente, le gold reste sous pression. Donc c'est pour ça que le gold et finalement les métaux précieux comme également l'argent ne progressent pas depuis le printemps dernier lorsqu'on a eu voilà le début du conflit des différents commerçants entre Washington et Pékin et depuis ces incertitudes en Europe, enfin surtout en Italie. Voilà donc ce qu'on pourrait résumer en fait l'état du marché actuellement, hein, c'est spread BTP Bund, c'est non seulement le baromètre pour les marchés européens, mais c'est finalement le baromètre pour toutes les paires, enfin pour le dollar, pour le DXY. Et donc ça va avoir une répercussion sur le gold, comme vous en doutez, puisque le gold est extrêmement corrélé au dollar, mais également plus ou moins toutes les paires majeures, c'est-à-dire même le GBP USD, même l'AUD USD, voilà, toutes ces devises. Si vous regardez à court terme, depuis le début, allez, depuis jeudi dernier, donc depuis vendredi, donc on va se mettre sur 5 jours. Sur 5 jours, donc donc la semaine dernière, vendredi, nous étions le 28. Donc on va se mettre au 28 et on va juste comparer avec l'euro dollar, le GBP USD, le gold. On va mettre même l'AUD USD. L'AUD USD et on va même mettre, allez. Alors le CAD il a été biaisé par l'ALENA donc on va pas mettre le CAD, mais on peut mettre le NZD USD par exemple. Regardez, à part finalement le gold a bien rebondi hier, mais vous voyez, sinon toutes les devises, hein, toutes ces paires majeures, elles sont corrélées entre elles à court terme. Il n'y a pas de différence. Que vous tradiez l'euro-dollar en intraday, le GBP, l'AUD ou le NZD face au dollar depuis vendredi dernier, c'était la même chose. Donc on voit bien que le spread italien, c'est au sommet de la pyramide à court terme. Si on devait dessiner une pyramide des facteurs qui influencent le plus les marchés, eh bien tout en haut, c'est pas la Fed à court terme, hein, je parle bien, c'est la situation en Italie. Voilà. Donc c'est un petit peu, en fait, c'est ce qu'il faut retenir des marchés finalement. C'est ce qu'il faut retenir des marchés. Donc maintenant, on va passer à l'analyse technique, à proprement dit. Alors, je reviens à vos questions. Bonjour, hier j'avais posé cette question NZD AUD non disponible sur IG, on le remplace comment? Alors NZD AUD,
NZD, USD, USD CAD. Alors NZD, AUD, on a AUD, NZD. On a AUD, NZD. NZD, AUD, je sais pas si nous l'avons. Si, regardez, on a NZD, AUD. Hein. IG, NZD, AUD. Bon, après, ça revient à trader l'inverse de la UD, NZD. Hein. En soi, il n'y a pas vraiment de changement, c'est juste l'inverse. Vous voyez. Donc voilà. AUD, NZD, moi j'ai la paire. Hein. J'ai la paire. D'où vient l'accélération haussière de l'or hier? Alors l'accélération haussière de l'or hier, c'est probablement dû aux craintes en Italie. Alors hier, qu'est-ce que nous avons eu? Ah oui, on a eu des commentaires du gouvernement de Rome, alors qui restait sur ses positions, et Bruxelles qui restait, enfin qui était toujours en désaccord avec la proposition de Rome, et ce qui avait, rappelez-vous, fait pression sur les devises majeures, l'euro entre autres, l'euro qui s'était enfoncé à 1,15 d'un seul coup. Regardez si on se met en une heure. Donc c'était mardi ici, c'était par là. Hein. Donc c'était en fin de matinée, début d'après-midi, il me semble. Et on avait eu l'or, oui, qui avait rebondi. Donc il me semble que c'était à cause de l'Italie. Hein. Il me semble que c'était à cause de l'Italie. Alors ici c'était à 14 heures. Alors non, donc c'était pas au même moment que la baisse de l'euro-dollar. À mon avis, c'était l'Italie. J'avais suivi hein, cette hausse et je vois que la situation en Italie qui aurait pu impacter l'or de ce comme cela finalement. Mais là, techniquement, l'or, vous voyez qu'il est revenu sous résistance. Hein. Ça fait 2 mois, hein, vous voyez, depuis le mois d'août, alors un peu plus d'1 mois, que l'or est en consolidation entre 1180 et, allez, pour faire large, 1214, 1210. Vous voyez, même le R1 mensuel finalement. Donc là, on a deux zones en fait on a deux zones. C'est un trading range. C'est compliqué à trader les ranges. C'est pas forcément la meilleure stratégie à faire, mais vous voyez bien qu'on a vraiment une oscillation de l'or entre les 1210, allez, et 1180. L'euro, seuil à ne pas dépasser, comme vous savez, c'est les 1,15. 1,15, c'est le seuil que l'euro ne doit pas dépasser. D'ailleurs, c'est sur lequel les acheteurs se sont manifestés hier. Vous voyez, 1,15, 1,15, même 0,5. Donc voilà, les acheteurs sont manifestés à ce niveau de prix. Que peut-on espérer de l'euro-dollar en intraday? Alors là, honnêtement, trader l'euro-dollar en intraday, c'est finalement trader dans l'espoir qu'il n'y ait pas d'annonce de Bruxelles, enfin de commentaires de Bruxelles ou de Rome concernant le budget italien. Voilà. Donc vous pouvez trader, avoir votre plan de trading, votre stratégie que vous utilisez depuis des années. Un commentaire de Rome ou de Bruxelles concernant ce budget va avoir une volatilité, va avoir un impact important sur l'euro. L'euro et comme vous avez vu le dollar, etc. Donc voilà, faut en être conscient que d'un moment à un autre, le cours peut se retourner sans prévenir. Les oscillateurs ne préviendront pas un commentaire de Rome ou de Bruxelles. Donc voilà, c'est assez compliqué à vous dire la tendance, quelle tendance aura lieu sur l'euro-dollar. Par contre, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous faire voir, donc c'est ce spread italien, Italie-Allemagne qu'on regarde depuis maintenant pas mal de temps. Et voilà, finalement, c'est lui, hein, c'est lui le leader, hein, c'est l'actif à suivre à court terme. Hier, ce spread a touché les 300 points de base. Et vous voyez que c'est une résistance. 300 points de base, c'est un sub psychologique. Donc à 300 points de base, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a soit le Bund qui est vendu, ou soit on a, et c'est plutôt le cas, nous avons le rendement italien qui est acheté. Le rendement italien qui est acheté parce que justement ce spread est trop important. Donc 300 points de base, cet écart, cette valeur, pardon, c'est l'écart entre le rendement à 10 ans italien et le rendement de l'obligation souveraine allemande, c'est-à-dire le Bund. Voilà, donc ce spread, il est sous résistance. Si on passe au-dessus, eh bien l'euro sera davantage enfoncé. Donc il y a deux facteurs qui pourraient enfoncer l'euro et les marchés actions européens. C'est si ce spread augmente au-dessus de 300 points de base,
ou si on a une contagion sur les autres marchés obligataires européens, et dont les pays du Sud qui sont les plus fragiles d'un point de vue économique. Donc voilà, c'est ces deux facteurs qui pourraient avoir un impact important sur l'euro et qui pourraient enfoncer finalement l'euro sous 1,15 et donc le DXY le faire remonter à 97 mois. Mais là, tant que ce spread est en dessous de 300 points de base, j'ai envie de dire que techniquement, la perspective, elle est baissière à court terme. Vous voyez que la dernière fois, lorsqu'on a eu la formation de la coalition gouvernementale entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, on est venu chercher les 300 points de base et le lendemain, et c'était même pas le lendemain, c'était le jour même, on a eu la baisse. Donc, je ne sais pas si on peut trader de cette même façon, c'est-à-dire vendre, acheter l'euro puisque ce spread il est sous 300 points de base, parce que si on a une baisse du spread, on a forcément une hausse de l'euro. Voilà, je ne sais pas si c'est une stratégie qui me semble risquée, mais qui pourrait être payante, puisqu'on voit que la corrélation est extrêmement positive entre ce spread et l'euro-dollar. Regardez, on va remettre, donc là on a le spread, coefficient de corrélation, euro-USD, on est sur du 200 périodes, moins 90%. C'est-à-dire que les deux réagissent de façon opposée. Et c'est pas l'euro qui guide ce spread, c'est le spread qui guide l'euro. Donc voilà, soit on a une perspective baissière à court terme, mais bon, faut pas, encore une fois, si on a un commentaire de Rome ou de Bruxelles qui est, on va dire, plutôt inquiétant, ce spread de 300 points de base, il sera dépassé. Il sera dépassé. Donc voilà, c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire que c'est la roulette, mais voilà, ça dépend en fait, ce spread dépend des commentaires des politiciens européens et italiens, tout simplement. Donc voilà, ça me semble assez compliqué de trader à très court terme, ce spread, l'euro, les marchés actions européens, parce que tout dépend de ces commentaires. On le voit que les commentaires ont une volatilité, créer une volatilité très importante sur les marchés. Et voilà, donc si on se fie uniquement à l'analyse technique, pour ma part, j'ai plutôt une perspective négative sous cette résistance à 300 points de base. Donc c'est le seuil d'invalidation concrètement. Si on clôture au-dessus de 300 points de base, faudra s'attendre à ce que l'euro-dollar enfonce les 1,15. Mais tant qu'on reste sous les 300 points de base et que là on est, vous voyez, juste en dessous, finalement, pour moi, il y a plus de chances que ce spread baisse. Et donc que l'euro progresse, puisque l'euro est corrélé, comme vous voyez, négativement à ce spread. Pareil, on va mettre la corrélation avec le gold sur 200 périodes, moins 88%. On va mettre la corrélation avec le GBP USD, moins 91. Moins 91. Donc vous voyez que globalement, ils sont tous à moins 90%. Le GBP, octobre, ça va être un mois très compliqué parce que finalement, le GBP, il est non seulement impacté par le Brexit, par tout ce qui se passe, puis la volatilité, vous savez que on arrive proche de la deadline, finalement, des discussions entre Bruxelles et l'Union européenne, donc on aura probablement un report des négociations. De toute façon, Bruxelles ne va pas fermer la porte aux discussions tant qu'il n'y a pas d'accord. Donc même si, voilà, initialement, les négociations doivent prendre fin en octobre, on l'a vu il y a 2 semaines, il y a un nouveau sommet qui est prévu, un sommet exceptionnel prévu en novembre. Et si on n'a pas d'accord en novembre, ça semble logique qu'on ait une poursuite des négociations. De toute façon, il y aura une poursuite des discussions tant qu'il n'y aura pas d'accord de trouver. Voilà. Mais bon, en tout cas, à mesure qu'on arrive proche du Brexit, qui est le 29 mars 2019, donc dans 6 mois, eh bien, la volatilité sur la livre sterling va s'accroître. Et en plus de cela, on a le budget italien, parce que oui, budget italien impacte également le GBP. Bien qu'il n'y ait aucun lien direct entre Italie et pound, il y a quand même une influence, parce que le pound est quand même influencé par l'euro. Si vous regardez les taux les taux britanniques sont assez corrélés au Bund. Alors c'est pas les mêmes parce que voilà, il y a une différence de taux d'intérêt des banques centrales entre les deux banques centrales, mais il y a quand même une corrélation. Si vous regardez l'euro-dollar avec le GBP, il y a une certaine corrélation. Alors c'est pas identique non plus, mais voilà, on a la livre sterling qui est quand même assez influencée par l'euro, puisqu'en fait l'euro également c'est la devise qui a le plus d'impact sur le dollar. Et voilà, le GBP est également influencé par le dollar. Donc voilà, le GBP est non seulement impacté à court terme par la livre,
mais également par le budget italien. Donc honnêtement, mois d'octobre, ça va être très compliqué pour la livre sterling. Voilà, donc en clair, on l'a vu, l'euro-dollar corrélé négativement, le gold corrélé négativement, le GBP corrélé négativement. On pourrait continuer avec l'AUD, le NZD, etc. C'est corrélé négativement. Voilà, donc l'euro-dollar, j'ai envie de dire 1,15, ça se paye sur du swing trading moyen terme parce que voilà, techniquement, c'est un support qui est fort. D'autant plus que le retour à 1,15, ça coïncidait avec le spread qui était à 300 points de base. Donc on avait non seulement le spread sous résistance, mais l'euro-dollar sur support. Donc vous voyez, on avait finalement, techniquement, on avait deux niveaux clés dont le cours testait. Deux niveaux extrêmement importants. Donc si ce mouvement venait à se réitérer, donc si on avait ce spread Italie-Allemagne à 10 ans qui revenait à 300 points de base et que dans le même temps, on avait l'euro-dollar qui venait à 1,15, et bien finalement, ceux qui passeraient à l'achat à ce niveau de prix, ça semblerait logique. Je dis pas que c'est qu'ils auraient raison forcément, que ça sera une stratégie gagnante à 100%, mais honnêtement, ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent. Maintenant, voilà, à chacun de faire son analyse et de traiter son opinion. Hein. Mais honnêtement, on ne pourrait pas en vouloir à quelqu'un qui achète l'euro-dollar à 1,15 alors que dans le même temps, le spread est à 300 points de base. Parce que ça semblerait, voilà, c'est des niveaux de résistance importants. Voilà, GBP à 1,30. GBP qui revient à 1,30. Vous voyez qu'il a enfoncé les 1,30 hier. 1,2945. Donc on voit que le GBP est beaucoup plus fragile, hein, encore une fois, que l'euro-dollar. Le GBP qui est influencé, comme je vous l'ai dit, par le Brexit, mais également par le budget italien. Donc en fait, les 1,30, ça me semble, j'ai bien peur que ça me semble assez logique qu'on soit, comment dire, qu'on enfonce les 1,30. Et vous voyez que là, le cours a rebondi sur la SM hebdomadaire, mais surtout cette oblique, hein, sur cette oblique haussière. Et ça me semblerait possible, si on a des inquiétudes qui augmentent en Italie, que ce GBP s'enfonce sous cette oblique. Mais encore une fois, tant que le spread Italie-Allemagne est sous 300 points de base, c'est perspective haussière pour l'euro et donc GBP et gold. Maintenant, si le spread Italie, voilà, je répète, mais si ce spread, si on devait résumer le marché, c'est ce spread. Hein. Ce spread, c'est le meilleur indicateur que vous pouvez ajouter à vos graphiques à court terme. Donc ce spread, si on dépasse 300 points de base, l'euro enfonce 1,15, le GBP enfonce 1,2950 et on revient concrètement chercher les plus bas, hein, de août. Donc l'euro-dollar c'était 1,13 il me semble, le GBP c'était 1,27 et quelques, le gold c'était 1180, 1160. Donc voilà, on ira rechercher ces zones de prix si ce spread là passe au-dessus des 300 points de base. Tout se joue au niveau des 300. Bonjour Quentin, puis-je avoir le spread? Oui, alors je vous envoie la formule ici. Le spread, le voici. Sur TradingView, le rafraîchissement se fait automatiquement ou il faut paramétrer la vitesse quelque part. Vous avez payé un abonnement pour accéder à la plateforme. Alors non, moi j'ai pas payé d'abonnement. J'ai pas payé d'abonnement. Alors, sur TradingView, le rafraîchissement se fait automatiquement ou il faut paramétrer la vitesse quelque part. Alors, le rafraîchissement du cours se fait automatiquement. Donc voilà. Après, il y a des options. Moi, j'ai la version pro. La version pro qui permet d'avoir un rafraîchissement en intraday, voilà, des données, un petit peu plus de données, mais concrètement, vous avez même en version gratuite ce spread Italie-Allemagne en daily et c'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'avoir le spread, vous voyez, en une minute. Vous voyez, ça sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. Donc en daily, en journalier, c'est amplement suffisant ce spread. Et en version gratuite, vous l'avez en journalier. Voilà, donc pour ce qui est des paires majeures, je ne vais pas faire une analyse technique pour tous les paires majeures parce que tout dépend de ce spread. Vous l'aurez compris. Si le spread dépasse 60 points de base, l'AUD, le NZD, l'euro, le GBP, ça s'enfonce enfin, ça baisse. Concrètement, ça baisse. Le CHF, le yen devrait rester stable, bien que, regardez, depuis le début des inquiétudes concernant l'Italie, donc on l'a vu, hein, le spread ici qui a commencé en mai. Donc si on regarde la performance, finalement, quelle devise surperforme depuis mai?
Donc mai, c'est le 5e mois, nous sommes le 10 en octobre, donc ça fait 5 mois. 5 mois, 5 mois, donc c'est, alors half year. Alors je ne sais pas si c'était depuis le début du second semestre ou c'est sur 6 mois glissants. Je ne saurais vous dire. Donc le mieux, vous savez quoi, c'est que nous mettions sur 6 mois et on va comparer avec toutes les devises. Donc euro-dollar, GBP-USD, bien évidemment, tout ça, ça sous-performe. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais mettre l'euro-dollar ici. Donc nous sommes depuis le mois de mai. Alors, GBP-USD plutôt. GBP-USD, on va superposer le spread pour y voir un petit peu plus clair. Et on va voir finalement ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle devise surperforme le dollar dans ce contexte d'incertitude en Italie. Parce qu'on sait que le dollar, c'est une devise refuge. Le dollar, c'est l'une des devises qui s'est la plus appréciée depuis le début de l'année. On a le CHF et le yen qui sont les devises également les plus haussières depuis le début de l'année. Mais est-ce que finalement le franc suisse ou le yen surperforme le dollar? C'est un petit peu la question. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le GBP, voilà, il est baissier. Et maintenant, donc on va mettre l'euro-dollar, l'AUD-USD, le NZD-USD, le CAD-USD, le CHF-USD et le yen-USD. Voilà. Et donc nous sommes depuis 6 mois, depuis le début, vous voyez ce spread qui augmente en noir. Depuis la hausse de ce spread, la devise la plus haussière, c'est le franc. Bon, le CAD, mais le CAD, c'est parce qu'on a eu l'accord de l'ALENA. Le yen est en baisse, donc ouais, c'est assez intéressant de constater que finalement le yen n'est pas vraiment soutenu par les incertitudes en Italie. Et si on regarde le DXY, vous voyez, c'est en hausse. Donc DXY et franc surperforme depuis le début des incertitudes en Italie. Donc ça va être intéressant. C'est-à-dire que pour se couvrir du risque italien, le mieux c'est soit d'acheter le DXY ou soit d'acheter le franc. Et à l'inverse, la devise, bon, AUD, NZD, ça sous-performe, pas parce que l'Italie a un poids extrêmement important sur l'AUD-USD, mais parce que, vous savez, l'AUD-USD, eh bien, c'est déjà situation compliquée au niveau de la guerre commerciale États-Unis-Chine. Mais en plus de cela, vous ajoutez la pression du dollar en raison des incertitudes en Italie. Parce qu'incertitude en Italie, je répète, c'est baisse euro, donc hausse dollar. Donc, en plus de la guerre commerciale qui fait pression sur ces deux devises océaniques, vous avez la pression qui vient du dollar en raison de l'Italie. Donc, c'est vraiment voilà, c'est extrêmement compliqué pour ces deux devises. Hein. Moi, de toute façon, vous le savez, ça fait des mois maintenant, hein, je peux le dire. Ça fait plusieurs mois que je suis baissier sur ces deux devises. C'est mes deux devises préférées à vendre depuis peut-être juin ou mai, hein, quelque chose comme cela. Donc voilà, en tout cas, franc-suisse, devise refuge dans ce contexte de risque italien, avec le DXY. Avec le DXY. Et à l'inverse, du coup, le franc suisse, c'est la devise qui aura le plus de perspectives baissières si on a l'Italie et enfin si on a les relations entre Bruxelles et Rome qui s'améliorent et qui même trouvent un accord. Si par exemple Bruxelles approuve le budget italien, ça sera positif pour l'euro et à l'inverse extrêmement négatif pour le franc suisse. L'euro CHF ira chercher un 17 très très rapidement. Donc en fait l'euro CHF c'est clairement la paire avec l'euro dollar puisqu'on voit que le DXY est extrêmement est bien aussi hein, depuis le début de ce conflit. Bien, finalement, l'euro-dollar et l'euro CHF sont les devises les plus volatiles dans ce contexte italien. Donc, on va les regarder. Moi, euro CHF, vous savez que j'avais un objectif à 1,1446 qu'on avait donné donc lundi de la semaine dernière. Lundi de la semaine dernière, je me souviens. Et voilà, l'objectif, c'est la ligne de coup. Et vous voyez que l'euro, même bien qu'on ait ces incertitudes en Italie, l'euro est en hausse face au franc depuis la semaine dernière. Pourquoi? Bien parce qu'on a eu la BNS hein, qui avait revu à la baisse ses prévisions d'inflation. Donc ça c'est positif, enfin c'est négatif pour le franc suisse, ce qui fait mécaniquement remonter l'euro. Mais bon voilà, on peut très bien imaginer que dès qu'on aura plus d'incertitudes en Italie, ou en tout cas qu'elles seront beaucoup moins importantes,
cet euro franc suisse, c'est pas 1,1446 qu'il ira chercher, mais ça sera bien plus haut. Donc pour ceux qui sont à l'achat sur l'euro franc suisse, le premier objectif, je vous rappelle, c'était 1,1446, mais honnêtement, il y a de quoi aller chercher beaucoup plus haut. Il y a vraiment de quoi aller chercher beaucoup plus haut si on a le budget italien qui rassure le marché. Et encore une fois, si on se base sur l'analyse technique et qu'on regarde notre spread Italie-Allemagne, à court terme, pour ma part, la perspective me semble plutôt baissière. Et donc, l'euro s'achève a de quoi dépasser les 1,15 à court terme. Voilà, maintenant, encore une fois, tout peut s'inverser d'une minute à l'autre si on a Rome ou Bruxelles qui voilà, commente cette situation, cette prévision du budget italien. Vraiment, tout peut s'inverser. L'euro-dollar, c'est pareil. Puisque le spread est sous 300 points de base actuellement, j'ai plutôt une perspective positive à court terme pour l'euro-dollar. C'est-à-dire que ce niveau de prix me semble intéressant à payer. Alors peut-être pas pour viser les 1,18, vous voyez, parce que pour aller chercher les 1,18, il faudrait qu'on ait un retour de ce spread assez plus bas finalement depuis le début des incertitudes, donc vers 220 points de base. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher ce niveau de prix, à part si on a un climat qui s'améliore réellement entre Bruxelles et Rome. Mais en attendant, voilà, déjà peut-être le pivot hebdomadaire, ça me semble un objectif assez ambitieux. Si on se met en 4 heures, voilà, pivot hebdomadaire 1,1650, ce sera la résistance à court terme. Alors, bonjour Quentin, donc le spread c'est bon, je ne vois pas la formule du spread, vous l'avez envoyé. Alors oui, j'ai envoyé dans le chat, je vais la réenvoyer. Donc c'est IT 10Y moins DE 10Y. Je le renvoie. Ah c'est bon, je le vois, excusez-moi. Bon bah c'est bon, parfait. Bon, je vais le renvoyer au cas où, pour ceux qui viennent nous rejoindre. Voici le spread. Un petit point sur USD CAD. Donc pour se couvrir, il faudrait acheter euro-dollar et vendre euro-CHF. Alors, ça vient vous hedger, mais concrètement, l'euro-dollar, l'euro-CHF, ça revient à faire la même chose. Regardez, à court terme, euro-dollar, on se met sur 6 mois, encore une fois, puisque c'est le début des incertitudes en Italie, ça a commencé en mai, voilà, donc on se met depuis mai. Voilà, euro-dollar, on ajoute un symbole, euro-CHF. Regardez, à part à ce moment-là où on avait un spread qui s'était écarté, mais concrètement, on avait les mêmes tendances. Et si on met un indicateur de corrélation, un coefficient, entre l'euro-dollar et l'euro-CHF, sur 200 périodes, on n'est pas sur 200 jours parce qu'on est sur le graphique 2 heures, vous voyez, mais sur 200 périodes, entre euro-dollar et euro-CHF, intéressant parce qu'on passe dans le négatif. Alors c'est peut-être parce qu'on a eu cette BNS qui a biaisé la corrélation. Donc si on se met sur du 4 heures depuis le mois de mai, ah non, on a une corrélation qui devient négative, donc ça c'est assez intéressant. Alors qu'il a été positif, vous voyez, juin, juillet, août, septembre. Depuis le mois d'octobre, ça change. Donc pour ce hedger, à la rigueur, oui, pourquoi pas, acheter les deux. Mais bon, pour ma part, je pense qu'ils réagissent de façon assez similaire. Et cette décorrélation qu'on a, ce changement de corrélation, est selon moi uniquement dû à cause de la BNS. Parce qu'elle a revu à la baisse ses prévisions d'inflation, donc c'était baissier pour le franc. Donc voilà. Pour moi, acheter l'euro CHF, ça revient à acheter l'euro Suisse franc dans ce contexte de tension en Italie. Donc ça ne revient pas à se hedger réellement. En fait, c'est de la concentration. C'est de la concentration. C'est juste qu'on va plus trader l'euro, puisqu'on on ajoute plus de devises. Vous voyez, c'est comme quand on split des positions, par exemple, si on souhaite vendre l'AUD, eh bien le mieux c'est de vendre l'AUD face à plusieurs devises, face au NZD, face au dollar, face à l'euro, par exemple. Comme ça, on isole l'AUD. Vous voyez, on concentre nos ventes sur l'AUD. Parce que si vous êtes par exemple baissier sur l'AUD et que vous vendiez l'AUD que face à une seule devise, c'est-à-dire par exemple, imaginons que vous décidiez demain de vendre l'AUD USD, eh bien le dollar va avoir un impact important. Alors que si vous vendez l'AUD USD et que vous achetiez l'euro AUD, le CAD AUD, vous voyez, ces trois paires, eh bien vous allez isoler l'AUD dans vos trades. Et donc vous allez en fait plus avoir tendance à trader l'AUD index. C'est comme un panier de devises finalement.
Donc, si vous voulez vous concentrer que sur la tendance d'une devise, puisque les index ne sont pas tradables, eh bien, l'idée, c'est globalement de refaire un petit peu la même chose. C'est-à-dire que au lieu de vendre qu'une seule paire en AUD, si vous souhaitez vendre uniquement l'AUD, eh bien, le mieux, c'est de vendre l'AUD face à plusieurs devises. Voilà. Donc, l'euro, c'est le même topo. C'est-à-dire que l'euro, pour moi, il réagit de façon similaire, que ce soit face au Suisse franc ou enfin au franc suisse ou au dollar. C'est juste qu'à court terme, voilà, on a cette BNS qui est un peu biaisée la corrélation, mais voilà, concrètement, on le voit hein, depuis le début du conflit. Enfin, depuis le début du conflit, c'est peut-être un grand mot, mais depuis le début des incertitudes sur le budget italien, qu'est-ce qu'on a? L'euro CHF qui est baissier, l'euro dollar qui est le baissier. Et vous voyez, les variations sont vraiment similaires. Donc, de là à dire qu'on a une corrélation qui devient négative, pour moi, je ne pense pas. D'ailleurs, si on se met en daily, si on se met en journalier, sur 200 jours, ouais, la corrélation reste extrêmement positive. Regardez, l'euro suisse franc et l'euro dollar. 55%. Donc voilà. Dites-vous bien que si vous achetiez l'euro franc suisse, ça revient globalement à acheter l'euro dollar. Alors pas au pips près, hein, mais ça revient globalement à faire la même chose. USD CAD, oui, je viens tout de suite sur l'USD CAD. Alors l'USD CAD, hein, baissier, baissier. Alors la baisse est ralentie en raison des incertitudes en Italie, comme vous le savez. Hein, on a eu un bond du DXY, donc forcément ça soutient le dollar US. Mais voilà, on a finalement cet accord de l'ALENA qui permet de ne pas faire monter cette USD CAD, alors que si vous regardez l'USD, il progresse face à toutes les autres devises majeures hein, depuis le début de la semaine, il me semble. Depuis le début de la semaine. Alors, vous voyez, depuis le début de la semaine, CAD, c'est la seule devise qui est haussière face au dollar. Tous les autres sont en baisse. Pourquoi le CAD surperforme? Simplement parce qu'on a eu le nouvel accord de l'ALENA. Donc le CAD arrive à maintenir la pression provenant de ces incertitudes en Italie. Donc je reste baissier en fait. Voilà, je reste baissier. Je reste baissier. Le gap, c'est la zone à ne pas dépasser pour garder une perspective baissière. C'est-à-dire que tout retour en haut, hein, vous voyez proche du gap, donc à 1,2850, ça peut être un point d'entrée intéressant pour passer à la vente. D'autant plus que je répète, je me répète beaucoup hein, là dans ce webinaire, mais on a ce spread Italie-Allemagne qui est sous 300 points de base. Et donc, la perspective est plutôt baissière pour ce spread et donc baissière pour le dollar USD. Donc, qui dit baisse du dollar USD dit USD CAD en baisse. Voilà, donc baissier USD CAD en intraday, tout comme l'euro dollar, le GBP USD, toutes les, enfin l'euro dollar pardon en hausse. Mais en fait, je m'attends à une baisse du dollar en intraday puisque le spread Italie-Allemagne est sous 300 points de base. Maintenant, c'est important de garder à l'esprit que tout peut changer au moindre commentaire de Bruxelles et de Rome. Mais bon, si on se fie à l'analyse technique uniquement, le dollar a plus de chances de baisser vu que ce spread Italie-Allemagne est sous 300 points de base. Et ce commentaire est également valable pour l'USD CAD, pour le NZD-USD, pour n'importe quelle paire majeure et également le gold. Donc qui dit baisse du dollar US, dit baisse de l'USD CAD, dit hausse de la UD-USD, du NZD-USD, de l'euro-dollar, du GBP-USD, etc., etc. Voilà, donc l'USD CAD, ma target c'est toujours la même hein, sur du swing trading moyen terme, c'est le retour vers en bas du canal. Donc je peux pas vous dire un objectif au pips près, mais vous voyez que c'est aux alentours des 1,26, 1,2650, 1,26. Ça va dépendre de la vitesse dont le cours baisse finalement. Donc voilà, tout retour à 1,2850, ça me semble un niveau de prix qui est intéressant à shorter, avec un stop, vous voyez, au-dessus du gap, puisque généralement les gaps ne sont, enfin, quand c'est un gap de rupture, il ne doit pas être comblé, le gap de rupture. Gap de rupture ne doit pas être comblé. Donc si on estime que c'est un gap de rupture, parce qu'on n'en a pas eu avant, eh bien on peut s'attendre à une, comment dire, à une baisse. Maintenant, je ne sais pas si on peut dire que c'est un gap de rupture parce que ce gap a été généré par en fait tout simplement l'accord, le nouvel accord de l'ALENA. Si on n'avait pas eu le nouvel accord de l'ALENA, on n'aurait pas eu de gap baissier. Donc voilà. C'est très compliqué de trader les gaps et surtout de déterminer quel gap correspond auquel, puisqu'on a plusieurs différents types de gaps. Voilà. En tout cas, un stop au-dessus du gap me semble un niveau de prix assez intéressant, parce que c'est non seulement, vous voyez, un gap, mais c'est également
un support ici, hein, avec 2 points de contact, plus bas de août, plus bas de septembre. Donc voilà, c'est pas non plus simplement un gap au milieu d'un graphique. Un stop au-dessus du gap, c'est également mettre un stop au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, c'est un niveau de résistance important, les 1,2887. Donc shorter 1,2850 avec un stop, allez, à 1,29, ça fait un ratio risque-rendement extrêmement intéressant. Voilà, donc on prend la règle. Donc ça fait un ratio, on a un stop de environ 50 pips. Et donc 1,2850 pour chercher un 26, ça fait du 250 pips. Donc 50, 225, et bien ça fait un ratio risque-rendement de 5. 5 x 5, 25. Donc là, on a quelque chose de très intéressant sous 1,2850. Voilà pour l'USD4, personnellement baissier. Baissier, puis à court terme, si vous êtes si vous souhaitez des objectifs de plus court terme, vous avez les supports qui sont devant vous, 1,27 30, le S2 mensuel. Voilà, tout ça, ça va être des supports intermédiaires. Au niveau des indices, des marchés actions, alors on voit qu'on a des indices européens qui finalement saluent la décision de Rome de revoir à la baisse le ratio déficit PIB pour 2020-2021. CAC 40 en hausse. Néanmoins, on est toujours repassé, on est toujours en dessous des 5500. Hein. On est toujours au-dessus de 5500. Vous voyez que finalement, là, les indices européens, c'est pareil. Hein. L'analyse technique ne sert pas à grand-chose dans ce contexte où l'Italie est le centre des attentions et que chaque commentaire, chaque décision politique va complètement biaiser les indications des oscillateurs. Vous voyez, donc ça me semble extrêmement compliqué de trader en intraday les indices européens, pour être honnête avec vous. Maintenant, on a toujours des seuils à surveiller. On sait que les 5500, qui est également le pivot hebdomadaire, ça va être un support important. Là, on le voit que le support hebdomadaire, pardon, le pivot, point pivot de la semaine et les 5500 vont être une résistance importante. Et à l'inverse, le S1 hebdomadaire va être un support assez intéressant. Voilà, on a des supports qu'on peut avoir. Mais connaître la direction en intraday, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible dans ce contexte où le moindre commentaire de Bruxelles ou de Rome impacte les marchés comme cela. Donc CAC 40, voilà, pour ceux qui sont aussi en intraday, la résistance est 5500, le support, pour ceux qui sont vendeurs, c'est le plus bas à 5444. Est-ce qu'il faut shorter 5500? Moi, je vous dirais que non. Je vous dirais que non parce que voilà, encore une fois, il suffit d'un commentaire pour ça renverse la tendance. Si on a un nouveau commentaire positif, imaginons Bruxelles valide cet accord, on dépasse de loin les 5500 points. On ira chercher les 5540 en fin de journée et on ira chercher beaucoup plus haut, vous voyez, à court terme. Donc tout dépend de la situation en Italie. Honnêtement, là, l'analyse technique intraday, ça sert pas à grand chose. À la rigueur, si vous voulez faire de l'analyse technique en intraday, mettez-vous plutôt sur les indices américains qui sembleraient être un petit peu moins influencés de la situation en Italie. Je dis bien un petit peu moins. Je pourrais dire même moins influencés, mais je dirais pas non plus qu'ils sont beaucoup moins influencés, parce ils restent tout de même influencés par la situation en Italie. Mais on le voit que de toute façon il n'y a pas grand chose qui impacte Wall Street. Hein. On voit que c'est haussier. Il y a quelques séances où on n'a pas de nouveaux records, mais finalement on a des nouveaux records presque toutes les semaines. Donc voilà. À la rigueur, si vous voulez vous isoler de tout ce qui est Italie et que vous voulez vous trader avec l'analyse technique et vos oscillateurs, mettez-vous sur les indices américains pour le moment. Tant que cette situation en Italie n'est pas finie. D'ailleurs, prochaine deadline à noter, prochaine date à noter dans les agendas, c'est le 15 octobre. 15 octobre, sommet européen avec tous les pays de la zone euro qui devront émettre leur budget à Bruxelles, enfin qui devront envoyer leur budget à Bruxelles. Donc d'ici le 15 octobre, ça va être des va-et-vient qui seront, je dirais pas non officiels, mais on va dire que Bruxelles ne va pas renvoyer la copie d'ici le 15 octobre. Il peut donner des commentaires, il peut dire voilà, chaque commissaire peut donner son avis et dire que voilà, cette proposition ne satisfait pas à Bruxelles, mais officiellement Bruxelles ne va pas rejeter le budget de l'Italie avant le 15 octobre. Voilà, donc CAC, DAX,
MIB, ouais, le MIB surperforme finalement, hein. MIB surperforme, c'est que de l'émotion là. Là, c'est que de l'émotion. Donc DAX qui revient à 12 300, qui est un pivot important. Gap haussier. J'ai envie de dire, on peut aller chercher les 12 350. 12 350 en intraday. Voilà, maintenant je dis pas que c'est un objectif parce qu'encore une fois, moi ça m'intéresse pas de trader ces situations où tout dépend, hein, de la politique. Voilà, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais pas vous donner d'objectif en intraday. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a une résistance à 12 370 et un support qui était le plus bas d'hier à 12 202. Donc à vous de choisir le sens. Si vous voulez trader le DAX, hein, si vous êtes haussier, eh bien pourquoi pas viser 12 370. Si vous êtes vendeur, pourquoi pas viser 12 302. Voilà, à vous de choisir, mais moi personnellement, je donnerai pas d'opinion là-dessus. Pour ce qui est des matières premières, donc l'or corrélé positivement à l'euro-dollar. Vous voyez, bon, bah, le gold revient à 1204. Perspective baissière pour ce spread Italie-Allemagne et donc haussière pour l'or. Donc l'or, je pense qu'il peut aller chercher les 1210, voire même les 1214 lors des prochaines heures, prochaines séances. Si on se fie, encore une fois, uniquement à l'analyse technique. Si vous voulez ne pas être influencé par la situation d'Italie, il y a également le cours de pétrole. Maintenant, trader en intraday le pétrole, ça me semble assez compliqué, hein. Mais voilà, concrètement, le cours de pétrole, il n'est pas influencé par la situation en Italie. Donc là, le Brent, vous savez, hein, à terme, ma perspective, elle est haussière jusqu'à au moins 90 dollars. 90 dollars qui, je rappelle, c'est plus qu'un seuil psychologique, hein. C'est plus qu'un chiffre rond. C'est également cette oblique baissière de 3 points de contact. Vous voyez, plus haut 2008, plus haut 2012, plus haut 2014. Le croisement, on va dire, c'est 90 dollars. Et pareil, on a ce support là. Enfin, cette résistance qui est devenue support, 90 dollars. Donc, voilà, 90 dollars, c'est pas seulement un chiffre rond, c'est une zone de confluence de résistance. Donc on ira chercher cette zone. Je pense même qu'on peut le dépasser. Qu'on peut la dépasser, pardon, cette zone. Voilà, donc prendre des bénéfices à 90, c'est justifiable, c'est justifié même. Le shorter, non. Shorter 90 dollars, pas tant qu'on n'a aucun signal baissier. Tant qu'on n'a pas de signal baissier, on peut être sous plusieurs résistances. Tant que la tendance est haussière, on suit la tendance. La tendance est notre ami. Donc voilà. Moi, tant que la tendance sera haussière, ça peut paraître bête comme cela, mais je suggère qu'il faut privilégier les positions acheteuses. Et donc là, c'est 90 dollars lors des prochaines, voilà, je pense semaines, hein, c'est qu'une question de semaines, hein. Et un pullback au pivot mensuel à cet ancien, vous voyez, cet ancien sommaire, donc à 80,44 dollars, ça me semblerait être un niveau de prix assez intéressant pour passer à l'achat. Raymond qui me dit la UD4 va probablement faire un rebond car sur résistance mensuelle. Alors je vais regarder cela juste après le WTI. WTI, ouais, qu'on a dépassé le sommet annuel, pareil. Et l'équivalent de cette oblique, hein, qu'on retrouve sur le Brent. Et vous voyez que sur WTI, il y a que il y a 3 points de contact également, pardon. Regardez ici. 1, 2, donc on a plus haut 2008, plus haut 2013, 2014. Et donc là, la zone de résistance, elle est aux alentours des 78 dollars. Donc on ira chercher entre 77 et 78 dollars sur le WTI. C'est l'équivalent finalement des 89 dollars sur le Brent. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre encore une fois les 78-79 dollars sur le WTI? La réponse est non. Bien qu'on ait des divergences baissières, pour le moment le prix il est haussier. Donc ça ne sert à rien de se mettre à contre-tendance. Voilà, donc l'AUD CAD. Pour moi, l'AUD CAD, c'est bearish, hein, concrètement. On voit l'AUD, c'est la devise qui sous-performe le plus depuis le début de l'année, depuis les 6 derniers mois. Voilà, l'AUD, honnêtement, ça me semble impossible d'avoir une perspective haussière sur du court, moyen et long terme. Pourquoi? Parce que l'AUD est impacté par la guerre commerciale, l'AUD est impacté par la situation en Italie, alors pas directement, mais comme vous savez, il y a un effet dollar. Et en plus de cela, on a la RBA qui est toujours pas prête à remonter ses taux. C'est pas comme si la situation macroéconomique permettait à la RBA de remonter ses taux, mais qui a décidé de ne pas le faire parce qu'on avait cette guerre commerciale. D'accord? On n'est pas du tout dans cet environnement-là. Non seulement il y a guerre commerciale, mais en plus de ça, la situation macroéconomique n'est pas suffisante en Australie pour qu'elle remonte ses taux. Donc l'AUD, la RBA va garder ses taux
à ses plus bas historiques, qui sont pas à 0%, hein, mais voilà, la RBA va maintenir sa politique monétaire globalement inchangée pendant, à mon avis, au moins un an. En tout cas, c'est ce que le marché s'attend. La probabilité fournie par Reuters, c'est pas de hausse des taux de la RBA avant le troisième trimestre 2019. Donc un peu après en fait la BCE. Ouais, donc voilà, la UD va rester sous pression aussi longtemps que la guerre commerciale États-Unis-Chine va comment dire va durer. Et à mon avis, et vu les informations que nous avons, les perspectives ne s'améliorent pas entre les États-Unis et la Chine. Elles ne se dégradent pas, mais concrètement, il n'y a pas de facteur qui viendrait justifier un achat à UD. Alors que le CAD, hausse des cours de pétrole, Banque du Canada qui a des fortes chances d'accélérer son rythme de hausse des taux après ce nouvel accord de l'AENA, puisque la situation macroéconomique est concrètement excellente, très très bonne au Canada. L'inflation est bien au-dessus des 2%, la croissance est bien au-dessus des 2%, le taux de chômage baisse, c'est pas encore le plein emploi, mais on a un taux de chômage qui est près du plein emploi qui est considéré à 5%. Or, le Canada, il me semble que c'est 5,8, 5,7 ou 5,6%, quelque chose comme cela. Mais vous voyez que le taux de chômage baisse. Donc, voilà, concrètement, le Canada, la Banque du Canada, devrait profiter et a plutôt intérêt à profiter de cet accord de l'AENA pour accélérer son rythme de hausse des taux. Donc, AUDCAD, moi j'ai dit en début de semaine que j'étais baissier sur cette paire et je reste baissier bien qu'on ait peut-être sur un support. Alors je ne sais pas, voilà, support mensuel, journalier. Alors oui, on est sur support mensuel, voilà, maintenant on voit qu'il est enfoncé. Donc moi, la UDCAD, baissier. Hein. Honnêtement, on vient chercher le S2 mensuel. Petit à petit, on va aller chercher des nouveaux plus bas. On peut se mettre sur de l'hebdo pour avoir une perspective à plus long terme. Moi, je pense que la UDCAD peut venir chercher, vous voyez, les 0,90. C'est le prochain seuil psychologique majeur. 0,90, c'est la première target, le premier objectif de swing trading. Donc baissier, bien qu'il soit sur support, c'est pas parce qu'on est sur un S1 mensuel qu'on va forcément avoir un rebond. Surtout sur la UDCAD, qui pour moi c'est vraiment les deux devises qui, voilà, pour moi le CAD j'ai une perspective plutôt haussière hein, pour du court moyen terme, alors que la UD, bon, ça fait des mois que je le dis, je suis baissier. Donc bien compter sur un S1 mensuel qui généralement est un bon niveau de support lors du premier test. Là on voit qu'il y a un momentum tellement important, le momentum qu'on peut mesurer alors via le RSI. Le RSI c'est le meilleur indicateur de momentum selon moi. Regardez le RSI 30, donc survente. Survente, c'est-à-dire un momentum baissier extrêmement important. Mais en plus de cela, le cours qui est bien en dessous de toutes ces moyennes mobiles. Un autre indicateur de momentum que je peux vous donner, c'est ce fameux Disparity Index. Hop, c'est celui-ci. Hop, Disparity Index. Là, on est sur du 10 jours. On est sur du 10 jours. Vous voyez que l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile à 10 jours, 10 jours, c'est seulement 2 semaines de bourse. C'est 1,55%, moins 1,55%. Vous voyez qu'on est dans un momentum extrêmement baissier. Donc voilà, la UDCAD, moi je m'attends à une baisse. Payer le SA mensuel, pourquoi pas, mais sur du très 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 court terme. Honnêtement, ça se joue pour quelques pips, quoi, pour du day trading. Mais de là à l'acheter pour viser, par exemple, un retour au pivot mensuel, la réponse est non. Honnêtement, je vois pas pourquoi on aurait un retour au pivot mensuel. À part si d'un seul coup, on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, je vois pas de raison de payer la UD. Voilà, donc moi je reste baissier sur la UD4, même sur toutes les paires en AUD concrètement. AUD, ça se short face même à l'euro. Regardez l'euro AUD. Bien que l'euro soit sous pression, l'euro AUD rebondit. Vous voyez, 50%. Ça y est. On a l'euro qui surperforme la UD. Alors que l'euro est extrêmement impacté par la situation en Italie. Donc ça montre bien que l'AUD, c'est peut-être la dernière devise à acheter, quoi. D'ailleurs, si on regarde l'AUD Index, bon, c'est assez clair, hein. 100 mètres d'indicateur. Et les 100 mètres d'indicateur, d'un point de vue de chartisme, c'est indiscutablement baissier. Voilà, donc, et si on met moyenne mobile à 200, baissier, et nuage Ishimoku, baissier aussi.
moyenne mobile à 50, baissier. Donc là, on est sur un index. Un index, généralement, c'est beaucoup moins volatile, enfin, c'est même beaucoup moins volatile qu'une paire. Parce qu'on a beaucoup plus de composantes qui rentrent en jeu. C'est comme si vous regardez le S&P 500 et vous comparez au Dow Jones. Le S&P 500 qui a 505 actions, enfin valeurs dans l'indice, est beaucoup moins volatile que le Dow Jones, parce que le Dow Jones n'en a que 30. Donc voilà, l'AUD, baissier. Baissier, et vous voyez que la perspective est baissière jusqu'à au moins un retour au plus bas. Donc voilà, AUD, moi je trouve que c'est une devise qui m'intéresse à vendre, alors que le CAD Index au-dessus des indicateurs de tendance de long terme, de moyen et long terme, et de court terme même avec la moyenne mobile à 50 jours. Vous voyez au-dessus de la moyenne mobile à 50, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, et lagging span au-dessus du nuage. Donc il n'y a pas de raison de shorter le CAD. Et donc si on combine CAD, AUD, AUD CAD, AUD CAD c'est baissier. AUD CAD c'est baissier. Voilà. Voilà donc pour ce point de marché. Si je devais résumer la situation, hein, c'est voilà. La situation du marché, c'est ce spread. Ce spread fait presque tout, quoi. Sur tous les paires en euros, surtout presque tous les paires en dollars, sur le gold, sur les marchés actions européens, c'est ce spread. C'est ce spread qu'il faut surveiller. Au-dessus de 300, c'est baissier euro, enfin c'est haussier dollar et baissier face à toutes les autres paires, à part le CAD, comme on a vu, le CAD qui profite de l'optimisme du nouvel accord de l'AENA. Mais concrètement, si on a ce spread qui passe au-dessus des 300 points de base, bullish dollar et donc vente euro, GBP, AUD, NZD, etc., etc. À part le franc suisse qu'on a vu, hein, qui surperforme avec le DXY depuis le début des incertitudes en Italie. Par contre, en dessous de 300 points de base, techniquement, je parle bien techniquement, il y a une perspective positive pour l'euro et donc baissière pour le dollar. Et qui dit baisse du dollar dit mécaniquement hausse du GBP, de l'AUD, du NZD, etc., etc. Et des marchés actions européens. Voilà, donc tout se joue à 300 points de base. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça aura été clair. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. À demain pour mon prochain point de marché. Pas de webinaire éducatif ce soir. Encore une fois, comme vous avez pu constater, je suis tout seul travailler pour Delefix France aujourd'hui, cette semaine, puisque notre collègue, notre ami Yoav Nizar est en repos. Donc voilà, ça fait un petit peu beaucoup pour ce webinaire éducatif. Donc j'aurai le plaisir de vous le faire la semaine prochaine. Mais donc voilà, pas de webinaire éducatif ce soir. Donc prochain webinaire demain matin, prochain point de marché. Soyez conscients que le moindre commentaire de Bruxelles ou de Rome aura un impact sur ce spread et sur tous les marchés globalement. Donc voilà, soyez prudents sur les marchés aujourd'hui. C'est encore plus valable. Excellente journée à vous. Je vous dis à demain et en attendant, vous pourrez me retrouver comme d'habitude sur DailyFX et sur les réseaux sociaux.